Je vais essayer d'être assez bref pour que nous ayons ensuite le temps de débattre. Permettez-moi de saluer un ami que j'estime beaucoup ici présent, qui est Mohamed Arbi. Alors, j'aurais aimé pour cette communication employer le terme de nation algérienne, mais les archives françaises ne l'emploient jamais. Tout au plus nationalisme, alors que Ben Badis, depuis 1925, avait employé le terme d'identité nationale. Or, il s'agit bien d'un peuple en devenir. Dans ce que j'appelle l'œil du cyclone, entre les deux premiers actes de la guerre d'Algérie, le début, le 8 mai 1945, et l'acte 2, le 1er novembre 1954, je ferai référence ici à un énorme tome d'archives commentées que j'ai pu publier sous l'égide du service historique de l'armée de terre à la suite du premier sur mai 1945, publié en 1998. Il n'y aura jamais de tome 3. Et également rendre hommage au travail exceptionnel des archivistes du Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Je m'y suis aussi appuyé. Qui ont produit un guide des archives de la guerre d'Algérie et de l'Algérie en général, particulièrement remarquable, notamment pour la partie la plus riche, qui a un écho du côté des archives algériennes dans le Constantinois, qui sont aussi extrêmement riches. Il s'agit de tout ce qui concerne l'ancienne préfecture de Constantine. Alors, parler de cette période, c'est vous montrer que, à l'inverse de l'axiome tellement fort que dans les mémoires, on y croit encore, l'ordre règne en Algérie. Comme si rien ne s'était pu passer entre la très sanglante répression de mai-juin 1945 et novembre 1954. C'est en ce sens que les archives du renseignement sont intéressantes. Quoi qu'il faille toujours rester lucide, les services de renseignement ont un réflexe assez nombriliste. Également, ils livrent une guerre en temps de paix pour cloisonner, intervenir à leur profit, qui est préjudiciable peut-être à leur efficacité. D'abord, une définition du mot renseignement qui se distingue du mot intelligence du côté britannique. Il s'agit d'une somme d'informations destinées à des autorités politiques et militaires afin qu'elles puissent prendre une décision. Cette somme d'informations se fait à l'aide de moyens humains, agents infiltrés, honorables correspondants, moyens forcés, la contrainte, la torture, ou différents types d'écoutes, notamment les écoutes radio qui ont commencé très tôt en Algérie. Ces services naviguent souvent à l'aveuglette. Ils se donnent parfois le beau rôle, mais ils sont extrêmement intéressants par les synthèses qu'ils produisent aux autorités supérieures. On a là le pouls de l'opinion publique algérienne que la presse est incapable de donner, sauf quelques cas pour Alger républicain, par exemple. Alors je ne vais pas détailler ces services. Le SDEC dépend du président du Conseil, il y a une antenne à Alger. La DST dépend du ministère de l'Intérieur, mais ne sera sur le terrain vraiment qu'en 1954, à partir du mois de janvier. Il y a ensuite la nébuleuse. Les archives d'outre-mer contiennent des cartons intéressants, la nébuleuse des renseignements généraux. Mais les renseignements généraux sont des renseignements très décevants. C'est ce qu'on appelait à l'époque de l'Algérie française le renseignement anisette. C'est-à-dire que tout le monde connaît l'inspecteur des renseignements généraux qui vient prendre son anisette au café du commerce et qui écoute ce qu'on veut bien lui raconter. Moi-même, quand je travaillais sur les archives, sur le long terme, j'ai été tenté de reproduire les bulletins mensuels des synthèses de la police des renseignements généraux. Je les ai tous vus. Je me dis non, là c'est le casse-gueule intégral. Pourquoi? Il y avait quelques connotations très intéressantes sur telle partie politique, mais souvent c'est du renseignement de très très basse police, du type tel délégué à l'Assemblée algérienne a des mœurs curieuses ou ça donne à l'alcoolisme, surtout quand on sait que ce personnage plus tard sera un des responsables de l'Algérie indépendante. Donc ce genre de renseignement, j'ai préféré l'oublier. Alors, il me reste deux types de renseignements. L'un, renseignement de type policier,
qui passe aussi par les RG et qui finira par les officines des commissariats et des 249 brigades de gendarmerie, par nourrir le deuxième bureau. Ce renseignement policier, évidemment, fait référence aux violences policières traditionnelles à l'Algérie. Un auteur algérien qu'on ne lit plus, Azzedine Boumener, dans une saga en 3 tomes, l'avait évoqué. Un auteur algérien, ami d'Albert Camus, qui est l'auteur Emmanuel Robles de ce roman qu'on ne lit plus non plus, Le Auteur de la ville en 1948, elle avait aussi évoqué. Il y a, hélas, une tradition de violences policières en Algérie pour obtenir des aveux, si bien que le gouverneur général de l'Algérie, Marcel Edmond Négelen, le 21 octobre 1949, édicte une circulaire musclée estimant qu'il n'y a aucun lieu de pratiquer ce genre de méthode. Il précise qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité humaine et il n'admet aucune justification. Il ira même plus loin en disant que la police emploie des méthodes, je cite, dignes de tortionnaires nazis. Il est gouverneur général de l'Algérie, socialiste, spécialiste du trafic d'urnes, peut-être, mais on ne plaisante pas avec Négelen sur certains points. Alors, ce qu'il vient de dire, on va le retrouver plus tard sous la plume de Claude Bourdet, le 6 décembre 1951, quand il parle à propos du démantèlement de l'OS, y a-t-il une Gestapo d'Algérie ? Ce qui veut dire, hélas, que cette circulaire gubernatoriale, qui a été reprise en 1952, est tombée à l'eau. Ce qui ne veut pas dire aussi que systématiquement on puisse torturer. Mais la torture est déjà là, comme une sorte de tradition des services de police. Pas tous, je le pense. Car il y a un autre service très curieux qui est aux ordres d'un vieux Kroumir, le colonel Schön, le service de liaison nord-africaine. C'est une mine d'or. Il n'a que 13 officiers, mais d'un service qui est l'héritier des bureaux arabes, les affaires militaires musulmanes, AMN, mais il a également toutes sortes d'agents infiltrés, de MAC dans la Casbah et autres indicateurs de police, qui lui permet au SLNA d'entretenir 8000 noms. Il connaît ce qui se passe en ville, un peu moins dans le bled. C'est donc sur le deuxième bureau et les AMM que je vous donnerai quelques flashs, car ma communication est assez longue. Pourquoi l'ai-je fait assez longue ? Parce qu'en fait, comme à l'époque où en 1998 je publiais cet énorme tome d'archives, j'ai eu le sentiment de restituer au peuple algérien une partie de sa mémoire. Alors, l'ordre règne en Algérie. Il faut être politique pour le croire à Paris, ou être politique à Alger aux journalistes pour ne pas se rendre compte que les choses bougent. Ceci est difficile à comprendre car l'Algérie est extrêmement cloisonnée. D'abord sur un plan social. En allant en Algérie encore en 2004 ou 2005, je me rends compte que quelqu'un qui est à Alger ne sait pas ce qui se passe à Constantine. Quelqu'un qui est à Oran voyage très mal. Donc il y a cette espèce de cloisonnement qui fait que quand je parle d'événements plus ou moins généraux, des témoins français d'Algérie ou algériens me regardent avec des billes de loto parce que leurs parents n'en ont jamais entendu parler. Alors quelques flashs. 1946, la population musulmane est sonnée, disent les services de renseignement, par la répression, l'échec de l'insurrection et l'image de cette Algérie que donnent les renseignements généraux, les autres services de renseignement, est très inquiétante. Le général commandant l'ensemble des forces militaires, la 10e région militaire, Henri Martin, écrit en avril 1946 « Il y a tendance à moins redouter un mouvement insurrectionnel, mais des possibilités de troubles locaux persistent. » Possibilités de troubles locaux, je passe sur les questions politiques, et qui entraînent dès 1946, sur le long terme, on pourrait dire jusqu'en 1962, qui remonte également au XIXe siècle, quelque chose qui est récurrent, la peur des Français d'Algérie de la submersion. Le concept qu'a étudié Boussif Merhaled sur Guelma d'être assiégé par une masse qui un jour va vous engloutir. Alors, il y a des slogans qui apparaissent dès 1943, la valise et le cercueil, c'est pas en 1960. On les revoit apparaître en 1946. Il y a, pour le deuxième bureau, analysant le comportement des Européens, des comportements dits psychotiques,
de peur chronique, d'appel à l'armée, tandis que les services de renseignement notent la recrudescence de ce qu'on appelle le banditisme. Alors le banditisme, évidemment, il y a de vrais bandits, mais il y a aussi des patriotes algériens dont certains n'ont pas quitté le maquis. Hossein Aït Ahmed ou Krim Belkacem sont déjà repérés comme des gens très dangereux parce qu'ils sont en Kabylie et ils font parfois encore le coup de feu. Alors, je passe sur certains incidents mineurs. Pour 1947, là encore, illustration de mon propos, cette espèce de peur donne au mois de mai, et là, grâce à des archives du CAOM à Aix-en-Provence, brutalement, en quelques semaines, venant de l'Est, où les cendres ne sont pas encore éteintes dans le Constantinois, jusqu'à Nemours, sur la frontière marocaine, une sorte d'attente d'une nouvelle insurrection. Et, disent les gens du deuxième bureau, un vent de panique a soufflé sur l'Algérie. Ce qui vous explique les débats passionnés, je n'entre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, de ce fameux statut de l'Algérie, et qui amène le général commandant la 10e RM, le général Oléris, pendant l'été 47, à préciser, je cite, « Le climat actuel de l'Algérie ne permet pas de conclure sur une note optimiste. Les Français d'Algérie ont le sentiment qu'on les abandonne. » Et nous sommes en 47. Également, les services de renseignement sont en train de se demander s'il n'y a pas dans la clandestinité une armée secrète, la fameuse OS, qui est en train de se mettre en place. Mais également, quand on étudie les services de renseignement, et là, pour une fois, je citerai les renseignements généraux, on trouve des pépites, dont une. On parle toujours des élections truquées, de l'élection de l'Assemblée algérienne de 1948. Oui. Bon. Mais on oublie les municipales du 20 octobre 1947. Alors je ne sais pas, je parle sur le contrôle de mes collègues ici présents, Drenouchi ou Mohamed Arbi, je me demande si les municipales du 20 octobre 1947, pour le premier tour, n'ont pas été les seules élections de l'histoire algérienne, je pèse mes mots, non truquées. Parce qu'initialement, le municipal de 1947 c'était tellement anodin. On n'a pas fait attention. Il faut voir les archives détenues par Aix-en-Provence et Vincennes sur les réactions des administrateurs, communes mixtes, les préfets, sous-préfets. On a laissé voter librement. Quel est le résultat? Pour le fameux second collège, je m'excuse du terme à l'époque, dit indigène, 55% des voix se sont portées sur des élus nationalistes. Ces 55% des voix ont été sensiblement corrigées au second tour parce qu'on a bourré les urnes. Si vous voulez, il y a eu là, peut-être, diront les nostalgiques, une sorte d'occasion manquée d'arriver à une solution politique comme le voulait Abbas depuis 1946 avec la puissance coloniale. Le résultat a été tel, la peur a été telle que dans les mois qui vont suivre, en novembre, on aura affaire à des manœuvres à très grand spectacle entre Arzeu et la Macta. L'État colonial montre sa puissance de feu en faisant intervenir un cuirassé géant qui est le Richelieu, qui ouvrira le feu avec obus réels sur la côte pendant quelques heures. On passe d'autres attentats pendant que se met en place l'OS, l'organisation spéciale, avec émeute en 1948 lors des élections. Et puis, les autres moments, je vais aller assez vite, 49-50, c'est moins net, non pas que la situation soit au calme plat, mais parce qu'il y a priorité à la guerre froide, à la guerre d'Indochine, nos services de renseignement côté algérien ont été amputés de la plupart de leurs compétences, de leurs effectifs. Alors on trouve parfois, je voulais évoquer la nation algérienne dans mon introduction, des éléments extraordinaires, comme en 1949, lorsque il est décidé d'inaugurer à Cacheroux, près de Mascara, une statue à la mémoire d'Abdelkader. Mais côté français, c'est l'Abdelkader, ami de la France, en 1860, qui protège les chrétiens à Damas, alors que du côté algérien, c'est le premier héros de l'indépendance nationale. Et là, il y a un débat politique assez exceptionnel autour de la personnalité d'Abdelkader. 1950, on découvre le fameux complot PPA, on ne dit pas OS, parti du peuple algérien clandestin. L'organisation spéciale, ce sera un terme que l'histoire va reprendre plus tard. C'est la réalité de cette fameuse armée secrète qui entraîne un procès retentissant, très curieux,
de procès retentissant, qui traduit les clivages depuis une crise que les Français n'ont pas vue, la crise dite berbériste, à l'intérieur des partis nationalistes PPA, MTLD et l'OS. Procès curieux parce que les membres jugés ne dévoilent pas leur organisation, ils dévoilent les méthodes policières, la torture, et surtout le complot colonialiste. C'est assez curieux comme type de défense. 51, nouveau bourrage des urnes. Je passe sur les reprises de banditisme dans les Aurès, mais également banditisme, langage des services français, également en Grande Kabylie, pour petit à petit nous diriger, 52 surtout, vers une sorte de montée en puissance de l'agitation. Pourquoi? Indépendance, ou plutôt, depuis l'indépendance de la Libye, les Indes, l'Indonésie, la vague de la décolonisation embrase maintenant aussi l'Afrique française du Nord. 52, le Maroc et la Tunisie sont en situation quasi insurrectionnelle. Et il y a là des gestes en Algérie de correspondance, une tentative de mutinerie dans la prison de Blida, des incidents contre des douaniers, des postes de police, des commissariats en 51, 52. Et les services de renseignement constatent dès 52, toujours du côté des Français d'Algérie, la peur de l'étouffement progressif, la psychose de la crainte et de l'insécurité, alors que de l'autre côté, et là c'est intéressant, les services de renseignement considèrent en 52 que la masse musulmane qui vit dans un malaise social magnifiquement étudié par un historien qu'on ne lit plus, on a tort, qui est Xavier Iacono, eh bien ce malaise social débouche ensuite sur une prise de conscience de la force, de ses possibilités et du rôle qu'elle pourrait être appelée à jouer, 3 petits points, d'où des réactions comme des manœuvres à grand spectacle, dont une manœuvre dont je vais maintenant vous parler, en abordant en quelques mots la dernière partie de mon intervention, les portes de la guerre. Octobre 53, octobre 54. Non, le 1er novembre 1954 n'est pas sorti tout armé de la cuisse de Jupiter. Il y a eu des signes avant-coureurs particulièrement forts qui viennent de jeunes membres, anciens OS, ou membres du PPA clandestin, qui un jour vont se retrouver du camp FLN, qui en ont assez d'attendre Messaliades et ses promesses d'insurrection générale. Pour vous résumer la situation, entre octobre 54 et octobre 53 et octobre 54, il y a eu 53 attentats majeurs, plus forts que ceux du 1er novembre, qu'on a baptisés dans la langue des journaux de l'époque, sauf Alger républicain, parfois l'humanité, faits divers. Je vais vous en citer quelques-uns. L'émeute de Nedroma, le 15 octobre dans l'ouest oranais, le 15 octobre 53, il y a eu plusieurs émeutes, on ne va pas rentrer dans le détail. Là, c'est bizarre, il y a des morts, il y a des blessés, c'est une émeute organisée, les familles participent et on saisit les armes des gendarmes. Chose nouvelle. Si bien que Jean Vaujour, le préfet responsable de la sécurité en Algérie, s'alarme parce qu'il a des connexions depuis la fameuse délégation extérieure au Caire. Il pense que ces nouveaux dissidents algériens sont armés par une main qui viendrait de l'extérieur. Et la France répliquera par des manœuvres à grand spectacle. Petit à petit, on avance vers des incidents plus graves. Le 29 janvier, Alger, rue d'Isly, 3 militaires européens sont tués en pleine rue. 4 personnes sont blessées. Rubrique faits divers. Des trains déraillent, sabotage de routes, sabotage d'usines. Bref, on s'inquiète de cette phase d'action en devinant petit à petit une phase peut-être de terrorisme actif. C'est le problème de l'ancêtre du FLN qu'on est en train petit à petit de deviner, le comité révolutionnaire d'unité et d'action. Je n'ai plus le temps de le développer. Les services de renseignement vont suivre cette troisième force, mais en pensant qu'elle est marginale, et ces services de renseignement vont commettre l'erreur de la sous-estimer. Or, c'est de là que naîtra le 1er novembre, c'est de là que naît le FLN et l'armée de libération nationale. Je crois que pour conclure cette affaire, le 1er novembre a bien été annoncé par des signes avant-coureurs que les politiques n'ont pas pris en compte.
Également, il faut bien dire que le FLN va trouver tout de suite de la sympathie par l'action commise dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre auprès de ces jeunes impatients qui, de façon spontanée ou en liaison avec des comités locaux, PPA, avaient déjà pris les armes dans les années qui ont suivi. Et comme le fait remarquer Charles-Robert Ageron, les révolutions sont toujours dues à un groupe décidé, structuré et armé qui s'est trouvé une sympathie dans la population qui représente une aspiration à la liberté.